Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Tu n'apportes rien d'autre que des coups à cette famille. Les mots d'Amélie tranchèrent l'air du matin de Noël comme un couteau dans mon cœur. Mon fils Jean a ri. Il a vraiment ri de la cruauté de sa femme. La pièce devint silencieuse, tandis que mes petits-enfants se figeaient, le papier cadeau coloré encore serré dans leurs petites mains. J'ai souri doucement et j'ai prononcé 7 mots qui allaient tout changer. Alors, le virement mensuel de 5 000 € pour le crédit immobilier s'arrête. Maintenant, laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment je me suis retrouvée dans cette situation. Je m'appelle Hélène Girard, mais tout le monde m'appelle Hélène. J'ai 67 ans, veuve depuis 3 ans maintenant, et apparemment, selon ma belle-fille, un fardeau financier pour ma propre famille. N'est-ce pas savoureux? Tout a commencé de manière assez innocente. Je ne me sentais pas bien depuis des semaines. Douleurs articulaires, fatigue, les suspects habituels quand on a mon âge. Mon médecin m'a prescrit un nouveau médicament qui devait aider, mais il n'était pas couvert par ma mutuelle. Le coût, une modeste somme de 90 € par mois. Pas de quoi casser la baraque, mais avec un revenu fixe, chaque euro compte. Me voilà donc, le matin de Noël, chez Jean et Amélie, dans leur belle maison d'architecte de 4 chambres, dans une banlieue chic de Lyon. Le sapin était magnifique, se dressant fièrement dans leur salon au plafond cathédral. Les cadeaux s'entassaient à ses pieds, et l'odeur de la fameuse brioche de Noël d'Amélie emplissait l'air. Lise et Noah déchiraient le papier cadeau avec l'enthousiasme que seuls des enfants de 12 et 10 ans peuvent manifester. J'ai attendu que le chaos se calme avant d'approcher Jean, mon fils unique, le garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père alors qu'il n'avait que 14 ans. « Chérie », dis-je doucement, mes mains triturant nerveusement le papier de soie d'une boîte cadeau. Je déteste aborder ça le jour de Noël, mais j'aurais vraiment besoin d'un peu d'aide pour les frais de ma nouvelle ordonnance. Ce n'est que 90 € par mois. Le silence s'est fait dans la pièce. Amélie a levé les yeux de son téléphone, son sourcil parfaitement épilé, arqué d'une manière que j'avais appris à reconnaître comme de l'agacement. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval impeccable. Pas une mèche ne dépassait malgré l'heure matinale. « Tu es sérieuse là, Hélène ?» demanda-t-elle, sa voix portant à travers la pièce. « C'est pour mon traitement contre l'arthrose, » expliquai-je, sentant la chaleur me monter au cou. « L'assurance ne... »« Tu n'apportes rien d'autre que des coups à cette famille, » m'interrompit Amélie, sa voix assez tranchante pour couper du verre. « D'abord la visite aux urgences le mois dernier, puis la réparation de la voiture pour laquelle tu as eu besoin d'aide. Et maintenant ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? » Je suis restée là, abasourdie. En 3 ans de vie seule, j'avais demandé de l'aide exactement 3 fois. Mais apparemment, c'était 3 fois de trop pour la femme de mon fils. Jean, mon Jean, que j'avais élevé seul après la mort de son père, pour qui j'avais fait des doubles journées de travail pour financer ses études, a regardé sa femme et a ri. Pas un rire nerveux ou un gloussement gêné, un rire authentique, approbateur. Quelque chose en moi s'est brisé. « Tu as tout à fait raison, Amélie, » dis-je, ma voix aussi calme qu'un lac avant l'orage. « Je n'apporte que des coups, alors réglons ça tout de suite. Le virement mensuel de 5 000 € que je fais pour le crédit de cette maison s'arrête aujourd'hui. » Jean a failli s'étouffer avec son café. Le visage d'Amélie est passé de suffisant à confus, puis à blême en l'espace de 3 secondes. « Le crédit ?» Amélie se tourna vers Jean, sa voix à peine un murmure. « Tu m'avais dit que la maison était payée. Tu te souviens ? Tu avais dit que ta mère t'avait laissé de l'argent en mourant. » La bouche de Jean s'ouvrit et se referma comme un poisson cherchant de l'air. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes.
Vous auriez dû voir le visage d'Amélie quand elle a réalisé que sa petite vie parfaite était bâtie sur des mensonges. Jean avait l'air sur le point de faire une attaque. Et honnêtement, je commençais à m'amuser. Jean? La voix d'Amélie était dangereusement calme. Quel crédit? Je peux expliquer, balbutia Jean, posant sa tasse de café avec des mains tremblantes. Maman, s'il te plaît, ne quoi? L'interrompis-je. Ne pas dire la vérité à ta femme? Que tu lui mens depuis 2 ans sur la façon dont tu as pu t'offrir cette maison? Amélie se leva lentement, son calme matinal de Noël se fissurant comme une fine couche de glace. 2 ans. Jean, nous avons acheté cette maison il y a 2 ans. Tu m'as dit que tu avais 80 000 € pour l'apport de l'héritage de ta mère. Il avait bien 80 000 €, dis-je pour aider. De la police d'assurance vie de mon défunt mari, l'argent que je lui ai donné en cadeau quand vous avez décidé de quitter votre appartement. Jean me lança un regard d'avertissement. Oh, maintenant, il s'inquiétait de ce que je pourrais dire. Mais Jean, continua Amélie, sa voix montant, tu m'as dit que ta mère était morte quand tu étais jeune. Tu as dit que c'est pour ça qu'Hélène n'était pas ta vraie mère, juste ta belle-mère. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement de la musique de Noël provenant de l'enceinte sans fil coûteuse d'Amélie. Même les enfants avaient arrêté de jouer avec leurs nouveaux jouets, sentant la tension. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai vraiment ri à voix haute. Belle-mère. Je regardais Jean avec un amusement sincère. C'est ce que tu lui as raconté? Que je suis ta belle-mère? Le visage de Jean était maintenant d'une fascinante nuance de rouge. Maman, s'il te plaît. Oh, c'est précieux, continuai-je. Amélie, ma chérie, j'ai donné naissance à ce fils menteur il y a 38 ans, après 18 heures de travail. J'ai les vergetures pour le prouver. Amélie s'affaissa sur sa chaise, comme si on lui avait coupé les ficelles. Tu as menti sur le fait que ta mère était morte. Je n'ai pas menti, exactement, dit faiblement Jean. J'ai juste simplifié les choses. Simplifié? La voix d'Amélie grimpait dans les octaves. Tu m'as laissé croire que ta mère était morte pendant 8 ans de mariage? Pas morte? Dit désespérément Jean. Juste, pas très présente. Ça devenait de mieux en mieux. J'ai décidé de faire avancer les choses. Amélie, ma chère, est-ce que Jean a aussi simplifié la partie où je payais les leçons de piano de Lise ou l'équipement de football de Noah? Je me suis tournée pour lui faire face directement. Oh, et ces charmantes vacances en famille sur la Côte d'Azur chaque été. La bouche d'Amélie tomba. Les voyages à Saint-Tropez. Tu disais que ton entreprise payait ça en prime? Mon entreprise? Jean avait l'air vraiment confus maintenant. Je travaille dans la comptabilité pour un cabinet de taille moyenne. Depuis quand donne-t-il des primes pareilles? J'ai regardé le monde d'Amélie s'effondrer en temps réel. Et si je suis honnête, c'était assez satisfaisant, après des années à être traité comme un inconvénient. Jean Girard, dit Amélie, et je devais lui reconnaître le mérite d'utiliser son nom complet. Combien d'argent ta mère nous a-t-elle donné? Jean me regarda d'un air suppliant. Je lui souris gentiment. Vas-y, mon fils. Dis à ta femme exactement combien ta chère vieille mère a contribué à votre petite vie parfaite. Le silence s'étira comme un cortège funèbre. Jean transpirait à travers son pull de Noël. Amélie avait l'air d'avoir vu un fantôme, et je passais le matin de Noël le plus divertissant que j'ai eu depuis des années. « Eh bien !» incita Amélie, sa voix glaciale à en geler l'enfer. Jean se racla la gorge. « Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air !»« Combien, Jean ?»
J'ai décidé d'aider à faire avancer les choses. Après tout, nous perdions du temps, et j'avais prévu de rendre visite à mon amie Éléonore plus tard. Dois-je le lui dire, ou préférerais-tu conserver la dignité de l'avouer toi-même ? Demandai-je agréablement. Jean me lança un regard qui aurait pu tuer des femmes moins coriaces. Maman, ça n'aide pas. Oh, mais je pense que ça aide, répondis-je. Je pense que ça aide énormément. Amélie mérite de savoir exactement avec quoi elle vit. Amélie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant leur pelouse parfaitement entretenue. La pelouse que je payais également via un service de paysagiste mensuel. Mais j'ai décidé de garder cette révélation pour plus tard. Le crédit est de 5 000 € par mois, dit finalement Jean. Maman le couvre depuis que nous avons acheté la maison. Et, l'incitai-je. Les factures, le paysagiste. Les épaules de Jean s'affaissèrent. Les mensualités de la BMW. Amélie se retourna vivement. Ma voiture? Tu avais dit que tu avais eu une augmentation. J'ai eu une augmentation. Juste pas une si grosse augmentation. J'étais impressionnée. Jean avait réussi à mentir sur pratiquement tous les aspects de leur vie financière. Je l'avais mieux élevé que ça, mais apparemment, en cours de route, il avait oublié les valeurs que j'avais essayé de lui inculquer. Combien ? Murmura Amélie. Au total. Combien a-t-elle payé ? Jean me regarda à nouveau. J'examinais mes ongles, fraîchement manucurés à mes propres frais, bien sûr. Environ 10 000 € par mois, marmonna-t-il. 10 000 €? La voix d'Amélie se cassa. Jean, ça fait 120 000 € par an. C'est plus que nos 2 salaires réunis. J'allais te le dire. Quand ? Quand allais-tu me le dire ? Quand ta mère serait morte et que l'argent aurait cessé d'arriver ? Les enfants avaient discrètement disparu à l'étage, sentant probablement que le matin de Noël avait pris une tournure résolument adulte. Amélie, essaya à nouveau Jean, tu dois comprendre. Quand nous nous sommes mariés, tu avais des attentes. La maison, les voitures, le style de vie. Je voulais juste te donner ce que tu voulais. Avec l'argent de ta mère ? Avec l'argent de la famille, corrigea faiblement Jean. Amélie rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. L'argent de la famille que tu m'as convaincu n'existait pas. L'argent de la famille d'une mère que tu m'as laissé croire être ta belle-mère au mieux et morte au pire. Je me suis levée, lissant ma robe de fête. Eh bien, ce fut instructif, mais je devrais probablement rentrer chez moi. Attends, dit Amélie, se tournant vers moi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu me dis ça maintenant ? J'ai pris mon sac à main et mes clés de voiture. Parce que, chère Amélie, tu viens de me dire que je n'apporte rien d'autre que des coups à cette famille. Alors j'ai pensé te montrer exactement à quoi ressemblent ces coups quand ils disparaissent. Tu ne peux pas juste arrêter de payer, dit désespérément Jean. Le paiement de la maison est dû dans 1 semaine. Si nous sommes en défaut, alors je te suggère de trouver comment gagner 5 000 € la semaine prochaine, répondis-je joyeusement. Peut-être qu'Amélie peut prendre quelques gardes supplémentaires, ou tu pourrais demander à ton cabinet une de ces primes dont tu lui parles. Je me suis dirigée vers la porte, puis j'ai fait une pause et je me suis retournée. Oh, et Jean, la prochaine fois que tu voudras mentir sur ta famille, tu ferais bien de te souvenir de qui t'a élevé pour être meilleur que ça. Le trajet de retour fut paisible. Je me suis même arrêtée pour un café et un biscuit de Noël à ma boulangerie préférée. Mais en rentrant chez moi, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Sur mon porche, il y avait une épaisse enveloppe Kraft, avec mon nom écrit de l'écriture soignée d'Amélie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des copies de documents financiers qui m'ont glacé le sang. Maintenant, je pensais tout savoir sur les finances de Jean et Amélie. Après tout, je finançais leur style de vie depuis 2 ans. Mais ces documents révélaient un niveau de tromperie que même moi, je n'avais pas imaginé.
Des relevés de cartes de crédit montrant 67 000 € de dette. Une deuxième hypothèque sur la maison que je payais. Une que Jean avait contractée il y a 6 mois sans me le dire. Des relevés bancaires montrant un compte courant avec 847 € dessus, malgré le fait qu'ils aient tous les deux des emplois décents. Et voici le clou du spectacle. Une police d'assurance vie sur moi. Une police de 400 000 € que Jean avait souscrite il y a 18 mois. Le désignant comme unique bénéficiaire. Je me suis assise dans mon salon, entourée des preuves de la trahison de mon fils, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu en 67 ans. Une peur authentique de mon propre enfant. Mon téléphone a sonné. « Tu as eu l'enveloppe » demanda Amélie sans préambule. « Oui. Où as-tu trouvé tout ça » Jean cache des documents dans son bureau au travail. J'y suis allée et j'ai exigé de son supérieur qu'il me laisse accéder à son bureau. Sa voix était tendue d'une fureur contenue. Il s'avère que Jean imitait ma signature sur des demandes de prêt. J'ai feuilleté les papiers à nouveau. Amélie, certains de ces documents, ils te montrent comme co-signataire. Si tu ne les as pas signés, je n'ai rien signé de tout ça, ni la deuxième d'hypothèque, ni les cartes de crédit, ni la police d'assurance vie sur toi. La voix d'Amélie tremblait. Hélène, je pense que Jean préparait quelque chose. Un frisson me parcourut l'échine. Quel genre de quelque chose? La police d'assurance vie a été souscrite juste après que tu as commencé à avoir ces vertiges l'année dernière. Tu te souviens quand tu as fini aux urgences? Je me souvenais. J'avais eu des épisodes de vertige et Jean avait été si attentionné, insistant pour me conduire à tous mes rendez-vous médicaux, restant avec moi pendant les examens. Amélie, est-ce que tu suggères? Je ne suggère rien. Je te dis de faire attention. Très attention. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil, fixant le sapin de Noël que j'avais décoré seule, comme je l'avais fait ces 3 dernières années. Le sapin que Jean et Amélie avaient été trop occupés pour aider à décorer, malgré tout l'argent que je leur avais donné. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jean. « Maman, il faut qu'on parle, j'arrive. » J'ai regardé à nouveau la police d'assurance vie. 400 000 €, plus qu'assez pour rembourser leurs dettes et maintenir leur style de vie pendant des années. Jean avait été mon gentil garçon autrefois. L'enfant qui m'apportait des pissenlits en les appelant des fleurs, l'adolescent qui travaillait à temps partiel pour aider aux dépenses du ménage quand l'argent était rare. Quand était-il devenu cet étranger qui pouvait falsifier des documents et mentir si facilement? 20 minutes plus tard, j'ai entendu la clé de Jean dans ma serrure. La clé que je lui avais donnée pour les urgences, qu'il considérait apparemment maintenant comme une urgence, mon refus de financer ses mensonges. « Maman » appela-t-il. « Dans le salon » répondis-je, glissant les documents derrière le coussin de ma chaise. Jean entra, l'air hagard. Son pull de Noël était froissé, ses cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme dont le monde s'effondrait. « Bien, » dit-il sans préambule. « Nous devons régler ça. Amélie parle d'avocat, de divorce, de porter plainte pour les signatures falsifiées. Peut-être qu'elle devrait. » Le visage de Jean pâlit. « Maman, tu ne comprends pas. Si ça devient public, je vais perdre mon emploi, ma licence, tout. Tu aurais dû y penser avant de commencer à commettre des fraudes. » Ce n'est pas de la fraude. C'est la famille. Tu es ma mère. La famille aide la famille. Je me suis levée, du haut de mon 1,60 m, et j'ai regardé mon fils dans les yeux. La famille ne souscrit pas de police d'assurance vie les uns sur les autres, Jean. Son visage devint complètement blanc. Tu sais pour ça? Je sais tout maintenant. La deuxième hypothèque, les cartes de crédit, les signatures falsifiées, tout. Jean s'effondra sur le canapé comme un ballon dégonflé. Je peux expliquer. Non, Jean, tu ne peux pas expliquer ça. Pas cette fois.
C'est alors que je lui ai dit ce que j'avais décidé de faire ensuite, et sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Au lieu de la panique ou de la honte, son visage se durcit en quelque chose que je ne reconnaissais pas. « Tu ne peux pas, » dit-il platement. « Je ne te laisserai pas faire. » « Me laisser faire ?» J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Jean, tu sembles avoir oublié quelque chose d'important. »« Qu'est-ce que c'est ?» me défia-t-il. « Je suis ta mère, pas ton employé. »« Et je suis ta seule famille, » rétorqua-t-il. « Quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi, Amélie et moi sommes tout ce que tu as. » La menace était claire, et elle a touché exactement là où il le voulait. Mais Jean avait sous-estimé sa mère. « En fait, » dis-je, me rasseyant dans mon fauteuil, « c'est là que tu te trompes. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un contact que j'avais l'intention d'appeler depuis des semaines. Avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées, recommandé par Éléonore. J'ai fait quelques recherches, Jean, sur l'abus de faiblesse, sur l'exploitation financière, sur ce qui arrive aux fils qui imitent les signatures de leur mère sur des documents légaux. L'expression confiante de Jean vacilla. « Tu n'oserais pas. »« J'ai aussi appelé ma banque ce matin, » continuai-je. « C'est incroyable ce qu'on apprend quand on pose les bonnes questions. Comme comment quelqu'un a utilisé les informations de ma carte de débit pour faire des achats en ligne. Des achats que je n'ai pas autorisés. C'était juste pour des trucs ménagers, des choses pour les enfants. Vol d'identité, Jean. C'est comme ça que ça s'appelle quand on utilise les informations financières de quelqu'un d'autre sans permission. » Jean se leva brusquement, les poings serrés. « Tu fais une erreur, maman. Une grosse erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de te faire confiance. C'est Amélie qui t'a monté contre moi, n'est-ce pas? Elle a toujours été jalouse de notre relation. Elle ne supporte pas que tu m'aimes plus qu'elle. » J'ai regardé mon fils, cet étranger portant le visage de Jean, et j'ai senti quelque chose se briser en moi qui ne pourrait jamais être réparé. « Jean, j'ai besoin que tu partes maintenant. C'est de mon héritage que tu te joues, » dit-il, sa voix s'élevant. « L'argent de l'assurance vie de papa, la valeur de la maison, tout ça doit me revenir de toute façon. » « Ton héritage ?» Je me levai lentement. « Jean, laisse-moi te parler de ton héritage. » Je me dirigeai vers mon bureau et sortis un dossier que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. À l'intérieur se trouvaient des documents que Jean n'avait jamais vus. Des papiers d'avocat qu'il ne savait pas que j'avais consultés. « Ton père m'a tout laissé, Jean. La maison, les investissements, l'assurance vie, tout. Légalement, je n'ai jamais eu à partager quoi que ce soit avec toi. » Le visage de Jean devint cendré. « Ce n'est pas... Papa n'aurait jamais... » « Ton père t'a observé depuis que tu as 16 ans. Il a vu comment tu traitais l'argent, comment tu t'attendais à ce que tout te soit donné. Il s'inquiétait de ce qui arriverait si tu héritais de tout d'un coup. » J'ai ouvert le dossier et j'ai montré à Jean le testament qu'il n'avait jamais été autorisé à voir. « Il m'a tout laissé avec des instructions pour subvenir à tes besoins progressivement si je te jugeais assez responsable pour le gérer. » Jean tenta de saisir les papiers, mais je les retirai. « Ce sont des copies. Les originaux sont dans un coffre-fort auquel tu n'as pas accès. »« Tu m'as menti toute ma vie, » cracha-t-il. « Je t'ai protégé toute ta vie, » corrigeai-je. « Mais apparemment, j'aurais dû me protéger moi-même à la place. » Le téléphone de Jean vibra avec un SMS. Il le regarda et son visage devint encore plus pâle. « Amélie ?» demandai-je. Il hocha la tête sans un mot. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Jean me montra le téléphone. Le message était court et dévastateur. « Serrure changée. Ne rentre pas. Papier du divorce envoyé. »
Pendant un instant, juste un instant, Jean ressembla au petit garçon perdu qu'il était à la mort de son père. Mais ensuite, son visage se durcit à nouveau. « C'est entièrement de ta faute, » dit-il. « Si je n'avais pas ouvert la bouche, tu serais encore en train de mentir à ta femme et de voler ta mère. » Jean se dirigea vers la porte, puis se retourna avec un regard qui me glaça jusqu'aux os. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ici, maman? Quand tu mourras seule dans une maison de retraite, souviens-toi de cette conversation. » Après son départ, je suis restée assise dans mon salon pendant un long moment, regardant les cadeaux de Noël sous mon sapin. Des cadeaux pour des petits-enfants que je ne reverrai peut-être jamais. Des cadeaux pour un fils qui était devenu un étranger. Mais alors mon téléphone a sonné et tout a changé à nouveau. « Madame Girard, ici l'inspecteur Thomas Morin de la brigade financière de la police nationale. Nous devons vous parler. » Ma main se crispa sur le téléphone. Elle avait découvert qu'il imitait sa signature sur des documents d'investissement, transférant de l'argent de ses comptes de retraite vers des comptes qu'il contrôlait. Mon sang se glaça. Éléonore. Mon amie Éléonore, la veuve qui habitait 3 rues plus loin, celle qui m'avait recommandé l'avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées. Combien? Plus de 200 000 €. Elle a 81 ans, vit seule et faisait confiance à Jean pour l'aider à gérer ses finances après la mort de son mari. J'ai eu la nausée. Y en a-t-il d'autres? 3 autres que nous connaissons. Toutes des veuves âgées, toutes seules, toutes faisant confiance à Jean pour les aider avec leurs affaires financières. L'inspecteur Morin se pencha en avant. « Madame Girard, ce que votre fils vous a fait n'était pas seulement un dysfonctionnement familial. C'était partie intégrante d'un schéma d'abus financier envers les personnes âgées. Il cible les seniors vulnérables depuis des années. J'ai pensé à toutes les fois où Jean avait proposé de m'aider avec mes opérations bancaires, mes investissements, le paiement de mes factures, comment il avait progressivement pris en charge de plus en plus de ma vie financière, sous le prétexte d'être serviable. L'assurance vie, dit l'inspecteur, Dubois. C'est ce qui nous a poussé à examiner votre situation de plus près. Souscrire de grosses polices d'assurance vie sur des membres âgés de la famille sans leur consentement est souvent un précurseur de crimes plus graves. Des crimes plus graves? Fis-je écho. Madame Girard, nous avons vu des cas où l'abus financier dégénère en violence physique lorsque l'auteur se sent piégé ou désespéré. Je me suis souvenu du visage de Jean quand il était parti, du calcul froid dans ses yeux. Avais-je été en danger tout ce temps sans le savoir? Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Nous avons besoin de votre entière coopération. Nous avons besoin que vous documentiez chaque transaction financière, chaque signature falsifiée, chaque accès non autorisé à vos comptes. Cette affaire est plus grande que juste vous et Jean. L'inspecteur Morin me tendit une carte de visite. Madame Girard, je veux que vous considériez quelque chose. Votre fils vole des personnes âgées depuis des années. En vous manifestant, vous ne vous protégez pas seulement vous-même. Vous protégez d'autres familles de vivre ce que vous avez vécu. Après le départ des inspecteurs, je suis restée seule avec mes pensées. Jean n'était pas seulement un fils qui avait perdu son chemin. C'était un prédateur qui volait systématiquement des personnes vulnérables. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amélie. « Hélène, je suis tellement désolée pour tout. Il faut qu'on parle. » Mais avant que je puisse répondre, on a frappé à ma porte. À travers le judas, je pouvais voir Jean debout sur mon porche, le visage tordu de rage. Il savait pour la visite de la police, et il n'était pas content. C'est là que j'ai réalisé que ma confrontation du matin de Noël n'avait été que le début. J'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité toujours en place. Les yeux de Jean étaient fous, désespérés, et pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment peur de mon propre fils.
Laisse-moi entrer, maman. Il faut qu'on parle. Je pense que nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Les flics étaient là, n'est-ce pas? Sa voix était étrangement calme. J'ai vu leur voiture partir. Je n'ai pas répondu, mais mon silence était une confirmation suffisante. Maman, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Aucune idée de ce que tu as déclenché. Je n'ai rien déclenché, Jean. Tu as fait tout ça tout seul. Il pressa son visage plus près de l'entrebâillement de la porte. Ces inspecteurs, ils ne connaissent même pas toute l'histoire. Ils ne savent pas pour les dettes de jeu. Mon sang se figea. Quelle dette de jeu? Les gens à qui je dois de l'argent, maman. Ils ne sont pas du genre patient. Si je ne peux pas les rembourser... Il laissa la menace planer dans l'air. Combien, Jean? 80 000 €, dû la semaine prochaine. J'ai fermé les yeux. Même, après tout ça, une partie de moi voulait l'aider. Mais cette partie devenait de plus en plus petite. Ce n'est plus mon problème. Le masque de Jean tomba complètement. Ce sera ton problème quand ils viendront chercher leur argent. Ce ne sont pas des collecteurs de dettes, maman. Ce sont des gens dangereux. Alors, tu ferais mieux de trouver comment gérer les gens dangereux, parce que tu n'auras pas un centime de plus de ma part. Très bien. Jean recula de la porte. Mais souviens-toi, c'est toi qui as choisi ça. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est toi qui l'as choisi. Après son départ, j'ai immédiatement appelé l'inspecteur Morin. Madame Girard, qu'est-ce qui ne va pas? Jean était là. Il a parlé de dettes de jeu, 80 000 €. Il y eut une pause. Ça explique beaucoup de choses. Madame Girard, j'ai besoin que vous fassiez une valise ce soir. Nous allons vous mettre en lieu sûr jusqu'à ce que nous puissions arrêter votre fils. Vous pensez vraiment qu'il me ferait du mal? Madame Girard, les gens désespérés font des choses désespérées, et votre fils vient de devenir très désespéré. 2 heures plus tard, j'étais assise dans une modeste chambre d'hôtel de l'autre côté de la ville, regardant les informations locales avec l'inspecteur Dubois. L'affaire éclatait. Un homme de la région arrêté dans une affaire de fraude envers les personnes âgées, titrait le bandeau alors que la photo d'identité judiciaire de Jean remplissait l'écran. Le journaliste décrivait comment la police l'avait arrêté lors d'une partie de poker clandestine, alors qu'il tentait de parier de l'argent qu'il n'avait pas. Il n'a même pas tenu 12 heures, dit l'inspecteur Dubois avec une sombre satisfaction. Le désespoir rend les gens stupides. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le journaliste continuait. La police affirme que ce n'est que le début d'une enquête plus large sur la fraude organisée envers les personnes âgées dans la région. L'inspecteur Dubois me regarda. Madame Girard, il y a autre chose que vous devez savoir. Qu'est-ce que c'est? Jean ne travaillait pas seul. Le lendemain matin apporta des nouvelles qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur les crimes de mon fils. Amélie? Je regardais l'inspecteur Morin, incrédule. Vous dites qu'Amélie était impliquée? Pas au début, clarifia-t-il. Mais nous avons trouvé des preuves qu'elle a découvert les activités de Jean il y a des mois, et au lieu de les signaler, elle l'a aidé à étendre l'opération. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais c'est elle qui m'a apporté les documents. C'est elle qui l'a dénoncé. Réfléchissez-y, Madame Girard. Comment savait-elle exactement où trouver tous ces papiers? Comment savait-elle quels documents chercher? Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. L'intérêt soudain d'Amélie pour mes finances au cours de l'année écoulée, ses questions sur mes autres actifs, son insistance pour que je simplifie mes opérations bancaires en laissant Jean tout gérer. Elle prévoyait de se retourner contre lui depuis le début. C'est ce que nous pensons. Notre enquête montre qu'Amélie se positionnait pour être la victime lorsque Jean se ferait inévitablement prendre.
Elle garderait la maison, prétendrait avoir été trompée et s'en tirerait sans problème. L'inspecteur Morin sortit une tablette et me montra des captures d'écran de messages textes entre Jean et Amélie. « Ceci date d'il y a 3 mois, dit-il. J'ai lu le premier message. Amélie textant Jean. « Il nous faut une stratégie de sortie. Ta mère commence à avoir des soupçons. » Et la réponse de Jean. « Ne t'inquiète pas, je peux gérer ma mère. » J'ai lu d'autres messages, chacun plus accablant que le précédent. Amélie suggérant quels clients âgés seraient les cibles les plus faciles. Jean rapportant combien d'argent il avait réussi à voler à chaque victime. « Madame Girard, » dit doucement l'inspecteur Dubois. Amélie a demandé le divorce hier, mais pas parce qu'elle était indignée par les crimes de Jean. Elle l'a fait parce qu'elle savait que nous nous rapprochions et qu'elle voulait protéger ses actifs. « Depuis combien de temps les surveillez-vous » ? 6 mois. Madame Éléonore Martin n'était pas la première victime à se manifester. Elle était juste la première assez courageuse pour porter plainte. L'inspecteur Morin se pencha en avant. « Madame Girard, nous avons besoin de votre aide pour quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est » ? Amélie ne sait pas encore que nous sommes sur sa piste. Elle pense avoir réussi à jouer le rôle de l'épouse innocente. Nous avons besoin que vous la rencontriez. Portez un micro. Faites-la avouer son rôle dans le complot. J'ai pensé au sourire parfait d'Amélie, à son apparence soignée, à la façon dont elle m'avait fait sentir comme un fardeau indésirable dans la vie de mon propre fils, tout en planifiant de me voler jusqu'au dernier centime. Quand commençons-nous ? La rencontre fut fixée pour le lendemain après-midi dans un café du centre-ville. Amélie m'avait envoyé un SMS prétendant vouloir arranger les choses et discuter de la manière dont nous pourrions avancer en tant que famille. En entrant dans le café, avec un enregistreur scotché sur ma poitrine, je me demandais comment j'avais pu manquer les signes que mon fils et ma belle-fille étaient tous deux des prédateurs. Amélie était déjà là, l'air parfaitement apprêté, bien que son monde soit censé être bouleversé. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions de vieilles amies au lieu de complices dans la chute de son mari. « Hélène, je suis si contente que tu aies accepté de me voir, » dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. « Bien sûr, ma chère. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas ?» Le sourire d'Amélie vacilla un instant. « Exactement. Et c'est pourquoi je voulais te parler de notre situation. » « Notre situation ? Eh bien, avec Jean en prison, je vais avoir besoin de ton aide plus que jamais. Le crédit, les factures, les dépenses des enfants. Je ne peux pas faire ça toute seule. » J'ai siroté mon café, m'émerveillant de son audace. « Je vois. Et que proposes-tu exactement ? » « Je pense que nous devrions officialiser notre arrangement, le rendre légal. Tu pourrais me donner une procuration, et je m'assurerai que toutes tes finances sont gérées correctement. » Voilà. Amélie n'avait pas fini de me voler. Elle ne faisait que commencer. « C'est très attentionné de ta part, Amélie, » dis-je prudemment. « Mais je dois te demander, pourquoi maintenant ? Pourquoi t'inquiètes-tu soudainement autant de mes finances ?» Les yeux d'Amélie se durcirent un instant avant que le doux sourire ne revienne. « Parce que, Hélène, Jean t'a laissé dans l'ignorance sur tant de choses. Le véritable état de nos finances, les dettes, les obligations. Tu as besoin de quelqu'un de confiance pour t'aider à naviguer tout ça. »« Quelqu'un en qui je peux avoir confiance, » répétai-je. « Comme toi ? » ?»« Exactement comme moi. » C'est alors que je lui ai dit quelque chose qui a rendu son visage complètement blanc. « Amélie, je suis au courant des comptes offshore. » La couleur quitta son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa tasse de café cliqueta contre la soucoupe alors qu'elle la posait avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. « Le compte au Luxembourg, celui avec 247 000 au-dessus, l'argent de Madame Martin,
de Madame Peterson et des autres. Je l'observais attentivement. Pensais-tu vraiment que la police ne le trouverait pas? Le masque parfaitement composé d'Amélie se fissura complètement. Comment as-tu su pour ça? Ma chérie, quand on fait l'objet d'une enquête pour crime financier, il regarde tout. Chaque compte, chaque transaction, chaque mensonge que tu as raconté. Elle regarda frénétiquement autour du café, comme si elle cherchait une issue de secours. Hélène, tu ne comprends pas. Jean m'a forcé. T'as forcé à aider à voler des personnes âgées? T'as forcé à ouvrir des comptes secrets? T'as forcé à me mentir pendant 2 ans? Tu ne sais pas ce que c'était de vivre avec lui. La voix d'Amélie s'éleva, faisant se retourner d'autres clients. La pression, les demandes constantes d'argent, de statut. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il me laisserait sans rien. Alors, tu as décidé de voler ses victimes au lieu de le quitter. Ça ne devait pas aller si loin, dit Amélie, les larmes commençant à couler. C'était juste censé être temporaire. Juste jusqu'à ce que Jean trouve un meilleur emploi, gagne plus d'argent légitimement. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, étudiant cette femme qui avait partagé des dîners de fête avec moi, qui m'avait laissé garder ses enfants, qui m'avait appelée maman pendant 8 ans. Amélie, quel était le plan pour moi? Elle parut confuse. Que veux-tu dire? L'assurance vie? La prise de contrôle progressive de mes finances? Quelle était la finalité? Amélie devint très immobile. Il n'y avait pas de finalité. Ne me mens pas, plus maintenant. La police est déjà au courant des demandes d'admission en maison de retraite que tu as remplies en mon nom. Celles où tu prétendais que j'étais incompétente et que j'avais besoin de soins à plein temps. Le visage d'Amélie devint cendré. C'était l'idée de Jean. C'était l'idée de Jean de te désigner comme mon contact d'urgence, de rechercher des établissements qui te donneraient le contrôle financier en tant que ma partie responsable. Le café sembla soudain très silencieux, malgré la foule habituelle de l'après-midi. Amélie me regarda comme si j'étais une étrangère. « Depuis combien de temps travailles-tu avec la police? » « Depuis hier. Ils vous surveillent, toi et Jean, depuis des mois. Chaque appel téléphonique, chaque SMS, chaque transaction financière. Ils savent tout. » Amélie se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est un coup monté. Vous ne pouvez rien utiliser de ce que j'ai dit. Je veux un avocat. » « Tu peux avoir tous les avocats que tu veux, ma chère. Mais ça ne changera pas ce que tu as déjà fait. » Amélie attrapa son sac et se dirigea vers la porte, puis se retourna avec un regard de haine pure. « Espèce de vieille sorcière moralisatrice, tu te crois si innocente? Tu as permis tout ça. Chaque fois que tu as fait un chèque, chaque fois que tu as payé une facture, tu as rendu cela possible. » « Tu as raison, dis-je calmement. Je l'ai permis en faisant confiance à ma famille, en croyant que les gens que j'aimais ne me voleraient pas. C'était mon erreur. »« Ton erreur a été de penser que tu comptais, » gronda Amélie. « Tu n'as jamais fait partie de la famille. Tu n'étais qu'un compte en banque sur pattes. » Elle sortit en trombe, me laissant seule avec mon café froid et l'enregistreur qui avait capturé chaque mot. L'inspecteur Morin apparut à ma table en quelques minutes. « Nous avons tout, Madame Girard. Chaque confession, chaque aveu de culpabilité. Que se passe-t-il maintenant? » « Maintenant, nous arrêtons Amélie et nous mettons un terme à cette opération pour de bon. » Mais alors que nous quittions le café, le téléphone de l'inspecteur Morin sonna. Son visage devint sombre en écoutant. « Madame Girard, nous avons un problème. Jean vient de payer sa caution. » « Comment est-ce possible? » « Quelqu'un a payé sa caution. Quelqu'un avec des poches très profondes et de très mauvaises intentions. » C'est alors que j'ai appris la vérité sur qui était vraiment derrière les crimes de mon fils. L'argent vient de Vincent Castellani, dit l'inspecteur Morin, alors que nous étions assis dans sa voiture banalisée.
Vous avez déjà entendu parler de lui? J'ai secoué la tête, mais quelque chose de froid me parcourut l'échine. Il dirige le plus grand réseau de jeux clandestins de la région. Également du prêt usuraire, du blanchiment d'argent et apparemment de la fraude envers les personnes âgées. Vous dites que Jean travaillait pour le crime organisé? Nous pensons que Jean a commencé petit, en vous volant juste vous et quelques clients. Mais quand il s'est retrouvé submergé par les dettes de jeu, Castellani lui a proposé un marché. Rembourser la dette en recrutant des victimes âgées pour une opération plus vaste. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Jean. L'inspecteur Morin regarda le message. Il n'est pas censé vous contacter. C'est une violation de ses conditions de libération sous caution. Un autre SMS. Parking derrière votre hôtel. Venez seul ou Amélie meurt. Mon sang se glaça. Ils ont Amélie. C'est impossible. Nous l'avons arrêtée il y a 1 heure. Un troisième SMS arriva. Celui-ci avec une photo jointe. Amélie, ligotée et bâillonnée dans ce qui ressemblait à un entrepôt. L'inspecteur Morin était déjà sur sa radio. À toutes les unités, nous avons une situation d'otage. Suspect est Jean Girard, armé et dangereux. Je dois y aller, dis-je en attrapant la poignée de la portière. Madame Girard, vous ne pouvez pas aller à ce rendez-vous. C'est exactement ce qu'il veut. Amélie est peut-être terrible, mais elle ne mérite pas de mourir à cause des erreurs de Jean. C'est un piège. Il est désespéré, acculé et prêt à tout pour s'en sortir. Mon téléphone sonna. Le numéro de Jean. Répondez, dit l'inspecteur Morin. Mais faites-le parler. Nous traçons l'appel. Jean? Maman? Je suis désolée que ça en soit arrivé là. Vraiment. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Laisse Amélie partir. Elle a des enfants. Mes enfants, gronda Jean. Mes enfants que je ne reverrai plus jamais, parce que tu as détruit ma vie. Je n'ai rien détruit, Jean. Tu t'es fait ça à toi-même. Peut-être, mais tu aurais pu m'aider à arranger ça. Au lieu de ça, tu as choisi de te ranger du côté d'étrangers plutôt que de ton propre fils. En arrière-plan, j'entendais Amélie pleurer, suppliant pour sa vie. Que veux-tu, Jean? Je veux récupérer ma vie. Je veux que tu appelles l'inspecteur Morin et que tu lui dises que tu as fait une erreur, que tu as menti sur tout. Je ne peux pas faire ça. Alors, Amélie, meurs, et ce sera sur ta conscience. La ligne fut coupée. L'inspecteur Morin coordonnait avec plusieurs unités, aboyant des ordres dans sa radio. Madame Girard, nous allons récupérer Amélie saine et sauve, mais j'ai besoin que vous restiez ici. Non! Je détachai ma ceinture de sécurité. Jean ne croira jamais que je suis seule s'il voit des voitures de police, mais il pourrait faire confiance à sa mère. Madame Girard. Inspecteur, j'ai 67 ans. J'ai été manipulée, volée et menacée par mon propre fils. J'ai perdu ma famille, mes économies et mon sentiment de sécurité. Mais je refuse de le laisser devenir un meurtrier. 20 minutes plus tard, j'entrai seule dans le parking, ou du moins en apparence seule. L'inspecteur Morin et son équipe étaient mal positionnés autour du bâtiment. Mais Jean ne verrait que moi. Jean émergea de derrière un pilier en béton, l'air hagard et désespéré. Il tenait une arme. « Où est Amélie ?» demandai-je. « En lieu sûr pour l'instant. »« Jean, pose cette arme. Tu me fais peur. »« Bien, peut-être que tu me prendras enfin au sérieux. » Je m'approchai, les mains visibles et vides. « Que veux-tu de moi, mon fils ? » « Je veux que tu arranges ça. Appelle la police et dis-leur que tu as menti. Dis-leur que je n'ai jamais rien volé. Jamais falsifié de documents. Je ne peux pas faire ça, Jean. Trop de gens connaissent même la vérité. Alors, Amélie meurt ? Non, elle ne mourra pas.
J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Parce qu'Amélie n'a jamais été kidnappée? Cette photo que tu as envoyée, elle a été prise d'un film dans lequel elle a joué au théâtre universitaire. La police l'a vérifiée il y a 1 heure. Le visage de Jean devint vide de toute expression. Tu perds la tête, Jean. Le désespoir t'a rendu négligent. Il n'y a pas d'entrepôt. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a que toi, seul avec une arme, menaçant ta mère dans un parking. C'est alors que Jean a réalisé qu'il avait été joué et sa réaction a tout changé. Jean baissa l'arme, son visage passant par la confusion, la rage et finalement une défaite totale. « Ce n'était jamais réel, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. La photo, les menaces, j'ai tout inventé dans ma tête. « Jean, quand as-tu dormi pour la dernière fois? Vraiment dormi ?» Il me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Je ne me souviens pas. Je m'approchai, mes instincts maternels l'emportant sur ma peur. « Mon fils, tu as besoin d'aide. D'une vraie aide. » J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Jean laissa tomber l'arme, qui cliqueta sans danger sur le béton. Mon mariage, mes enfants, ma relation avec toi, tout. L'inspecteur Morin et son équipe intervinrent rapidement, sécurisant l'arme et passant les menottes à Jean. Mais Jean ne résista pas. Il ressemblait à un homme qui avait enfin atteint la fin d'une route très longue et très destructrice. « Madame Girard, » dit l'inspecteur Morin, « tout va bien ?» Je regardais mon fils brisé et criminel, et je ressentis quelque chose d'inattendu, du soulagement. « Je vais bien. Nous allons tous bien maintenant. » De retour à l'hôtel, l'inspecteur Dubois m'apporta une tasse de thé pendant que je digérais tout ce qui s'était passé. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui, Madame Girard. » « Pas courageuse, juste fatiguée d'avoir peur. » Elle s'assit en face de moi. « Nous avons fait des recherches sur l'opération de Castellani. Il semble que Jean n'était qu'un des nombreux recruteurs ciblant les personnes âgées. Combien y a-t-il de victimes? Nous en avons identifié au moins 12 jusqu'à présent. Mais il pourrait y en avoir plus. Il cible spécifiquement les veufs et veuves qui sont financièrement stables mais socialement isolés. J'ai pensé à Éléonore et aux autres victimes. Des gens comme moi qui voulaient juste croire que leur famille se souciait d'eux. Qu'arrivera-t-il à Jean maintenant? Il sera évalué par un psychiatre, mais cela ne change rien aux accusations. Fraude envers les personnes âgées, usurpation d'identité, falsification, tentative d'extorsion. Il risque une peine de prison importante. Et Amélie? Elle coopère, essayant d'obtenir une peine réduite en nous donnant des informations sur Castellani, mais elle fera quand même de la prison. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement vide. Et les enfants? Qu'arrive-t-il à Lise et Noah? L'expression de l'inspecteur Dubois s'adoucit. Les parents d'Amélie ont la garde temporaire pour l'instant. Ils semblent être de bonnes personnes, horrifiés par ce que leur fille a fait. Ce sont de bonnes personnes, acquiesçai-je. Ils m'ont toujours traité avec respect, même quand Amélie ne le faisait pas. Voudriez-vous voir vos petits-enfants? Nous pourrions arranger une visite supervisée? Des larmes montèrent à mes yeux avant que je puisse les arrêter. Plus que tout, le lendemain, j'ai été autorisée à rendre visite à Amélie à la maison d'arrêt. Je n'étais pas sûre de pourquoi je voulais la voir. Peut-être pour comprendre, peut-être pour trouver une forme de clôture, peut-être juste pour la regarder dans les yeux une dernière fois. Elle était assise en face de moi à une table en métal, vêtue d'une combinaison orange qui jurait avec ses cheveux blonds soigneusement entretenus. Sans son maquillage habituel et ses vêtements de marque, elle paraissait plus jeune et, d'une certaine manière, plus vulnérable. « Pourquoi es-tu là »
demanda-t-elle, la voix rauque. Je voulais te demander quelque chose. Quoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Tu avais tout. Une belle maison, des enfants en bonne santé, un mari qui aurait tout fait pour toi. Pourquoi ce n'était pas assez? Amélie baissa les yeux sur ses mains. Sa manucure parfaite commençait déjà à s'écailler. Tu ne comprendrais pas. Et c'est moi. Elle leva les yeux et, pour la première fois, je vis quelque chose d'authentique dans son regard. De la douleur. J'ai grandi avec rien, Hélène. Mes parents travaillaient dur, mais nous étions toujours à un salaire de la catastrophe. Je me suis juré de ne jamais vivre comme ça. Quand j'ai rencontré Jean, il semblait être ma porte de sortie. Réussi, ambitieux, d'une bonne famille. Mais ce n'était pas assez non plus. Non, admit-elle. Plus nous en avions, plus j'en voulais. La maison plus grande, la voiture plus belle, les écoles privées pour les enfants. Ce n'était jamais assez parce que j'avais toujours peur de finir là où j'avais commencé. Alors, tu as décidé de voler les personnes âgées, des gens comme moi et Éléonore. Ce n'est pas moi qui ai commencé, dit-elle sur la défensive. Jean le faisait déjà quand je l'ai découvert. Je ne l'ai simplement pas arrêté. Et puis, tu t'y es mise. Elle ne le nia pas. Au début, je me disais que c'était juste temporaire, juste jusqu'à ce que nous prenions de l'avance. Puis j'ai commencé à me dire que vous aviez tous assez d'argent de toute façon, que ça ne vous manquerait pas. Éléonore vit avec une petite retraite. Elle a dû vendre sa voiture pour joindre les deux bouts après ce que Jean lui a fait. Amélie tressaillit. Je ne savais pas ça. Tu ne voulais pas le savoir. C'était plus facile de nous voir comme des comptes en banque ambulants que comme de vraies personnes avec de vrais besoins. Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. Qu'arrivera-t-il à mes enfants? Ils seront avec tes parents pour l'instant. Ce sont de bonnes personnes. Ils prendront soin de Lise et Noah. Le feras-tu? Elle hésita. Leur diras-tu que je suis désolée? À tes parents? À mes enfants? Leur diras-tu que leur mère est désolée? J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation. Mais tout ce que j'ai vu, c'était une femme brisée, faisant face aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie. Je leur dirai que tu les aimes, dis-je finalement. Le reste devra attendre que tu puisses le leur dire toi-même. Alors que je me levais pour partir, Amélie m'appela. Hélène. Je me retournai. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Pas seulement d'avoir été prise, pour tout. J'ai hoché la tête, pas tout à fait prête à pardonner, mais peut-être prête à commencer à comprendre. À l'extérieur de la prison, j'ai trouvé l'inspecteur Morin qui m'attendait. Comment ça s'est passé? Aussi bien que possible. Jean a-t-il déjà été évalué? Oui. Le psychiatre a diagnostiqué une dépendance au jeu et une privation de sommeil sévère, mais il était pleinement conscient de ce qu'il faisait avec le stratagème de fraude. Les problèmes de santé mentale pourraient lui valoir un traitement, mais ils ne l'empêcheront pas d'aller en prison. Bien, dis-je, me surprenant par la fermeté de ma voix. Il doit faire face aux conséquences de ce qu'il a fait. Madame Girard, il y a autre chose que vous devriez savoir. Nous avons gelé tous les comptes de Jean et Amélie, y compris les comptes offshore. Avec la permission du tribunal, cet argent sera restitué aux victimes. C'est une bonne nouvelle pour Éléonore et les autres. Oui, mais il y a plus. Castellani est toujours en liberté, et il n'est pas content d'avoir perdu 2 de ses recruteurs. Jusqu'à ce que nous l'appréhendions, vous devriez envisager de rester quelque part en sécurité. J'y ai pensé, dis-je. J'ai une sœur en Provence. Je ne l'ai pas vue depuis des années, mais peut-être qu'il est temps de lui rendre visite. Cela semble être une sage décision. Nous pouvons organiser le transport et la sécurité jusqu'à ce que vous soyez en sécurité hors de la région.
En marchant vers sa voiture, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé en quelques jours seulement. Ma vie avait été bouleversée, mais d'une certaine manière, je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Inspecteur, il y a une dernière chose que j'aimerais faire avant de partir. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais rencontrer les autres victimes, Éléonore et les autres. Je pense que nous pourrions toutes avoir besoin de soutien en ce moment. L'inspecteur Morin sourit. Je pense que cela peut s'arranger. Le lendemain après-midi, dans une salle privée du centre communautaire local, j'ai rencontré les femmes dont la vie avait été bouleversée par les crimes de mon fils. Éléonore Martin, 81 ans. Élégante même dans sa détresse, elle m'a serré fort dans ses bras à mon arrivée. Je suis tellement désolée, Hélène. Je n'avais aucune idée que Jean ciblait sa propre mère. Marthe Peterson, 75 ans, une enseignante à la retraite avec une attitude pragmatique. J'ai su que quelque chose clochait avec ce garçon dès le moment où il a proposé de simplifier mes finances. Odile Johnson, 79 ans, toujours aussi vive malgré des problèmes de santé récents. Mon Harold disait toujours de ne jamais faire confiance à quelqu'un qui propose de gérer votre argent gratuitement. J'aurais dû l'écouter. Et Barbara Wilson, 72 ans, la victime la plus récente qui n'avait perdu que 5 000 € avant que le stratagème ne soit découvert. Je me sens si stupide. Je pensais être trop intelligente pour me faire avoir. Nous le pensions toutes, lui dis-je. Ces gens sont des professionnels pour gagner la confiance. C'est comme ça qu'ils réussissent. En partageant nos histoires, j'ai réalisé quelque chose d'important. Aucune d'entre nous n'était plus seule. Nous nous avions les unes, les autres. Une nouvelle sorte de famille, formée par un traumatisme et une résilience partagée. Mesdames, dis-je, alors que notre réunion touchait à sa fin. J'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Demanda Marthe, me regardant avec méfiance. Quand les tribunaux débloqueront l'argent volé, et si nous en utilisions une partie pour créer un groupe de soutien? Un endroit où les victimes âgées de fraude financière pourraient trouver de l'aide et des conseils. Comme un voisin vigilant, mais pour l'argent des vieux, dit Odile avec un sourire ironique. Exactement. Nous pourrions nous associer à la police, peut-être faire venir des conseillers financiers de confiance. Nous pourrions même développer des programmes éducatifs. Les yeux d'Éléonore s'illuminèrent. On pourrait l'appeler les boucliers d'argent. J'aime ça, acquiesça Marthe. Ça a un son digne. Alors, nous sommes d'accord. J'ai regardé ces femmes, des étrangères la veille, des alliés maintenant. Nous transformons ce qui nous est arrivé en quelque chose de positif. Barbara, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, prit la parole. Mon petit-fils étudie l'informatique à l'Université de Lyon. Il pourrait nous aider à créer un site web, peut-être même une application pour signaler les activités suspectes. Parfait, souris-je. Faisons en sorte que ce qui nous est arrivé n'arrive à personne d'autre. Alors que nous échangions nos numéros de téléphone et prenions des dispositions pour nous revoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Un but. Jean m'avait pris mon argent, ma confiance et ma tranquillité d'esprit. Mais il m'avait aussi donné quelque chose d'inattendu, une nouvelle mission dans la vie. Plus tard dans la soirée, alors que je faisais mes valises pour mon voyage en Provence, j'ai reçu un appel des parents d'Amélie, Roger et Martine. Hélène. La voix de Martine était hésitante. Les enfants ont demandé après toi. J'adorerais les voir, mais je quitte la ville pour un moment. Nous comprenons. C'est probablement plus sûr ainsi. Mais avant de partir, voudrais-tu venir dîner ce soir? Les enfants seraient si heureux. Et franchement, Roger et moi aurions besoin d'un visage amical. J'ai hésité, pensant à tous les préparatifs que je devais encore faire. Mais ensuite, j'ai pensé à Lise et Noah
victimes innocentes de tout cela. Je serai là à 18h. La modeste maison de plain-pied où vivaient Roger et Martine n'avait rien à voir avec la maison d'exposition que Jean et Amélie avaient entretenue. C'était petit mais impeccable, avec un jardin bien entretenu et des photos de famille qui tapissaient les murs. Lise m'a vue la première alors que je remontais l'allée. « Mamie !» cria-t-elle en courant à ma rencontre, Noah sur ses talons. Je me suis agenouillée et j'ai ouvert les bras, et ils se sont jetés sur moi avec l'affection sans retenue que seuls les enfants peuvent offrir. Pendant un instant, tout le reste a disparu. La fraude, la trahison, la peur. Il n'y avait que le poids chaud de mes petits-enfants dans mes bras. « Tu m'as manqué », me murmura Lise à l'oreille. « Vous m'avez manqué aussi, mes chéris. »« Est-ce que papa et maman vont bientôt rentrer ?» demanda Noah, son petit visage sérieux. J'ai levé les yeux pour voir Roger et Martine debout dans l'encadrement de la porte, leurs expressions un mélange de chagrin et de résignation. Nous avions convenu plus tôt par téléphone de ne pas mentir aux enfants, mais d'expliquer les choses d'une manière adaptée à leur âge. « Entrons », suggérai-je doucement. « Nous pourrons en parler pendant le dîner. » Autour des lasagnes maison de Martine, nous avons soigneusement expliqué à Lise et Noah que leurs parents avaient dû faire de mauvais choix et devaient en assumer les conséquences. Comme quand j'ai pris un biscuit sans demander et que j'ai dû aller au coin ? Demanda Noah. Quelque chose comme ça, dit Roger. Mais en plus grand. Combien de temps durera leur punition ? Voulut savoir Lise. J'ai échangé un regard avec Roger et Martine. Nous ne savons pas encore, ma chérie. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes en sécurité et aimés. Vos grands-parents vont s'occuper de vous, et je viendrai vous voir aussi souvent que je le pourrai. Promis ? La voix de Noah était petite. Promis. Après le dîner, alors que les enfants me montraient la chambre qu'ils partageaient, Lise a sorti quelque chose de sous son oreiller. C'était un petit ours en peluche, un peu élimé. « C'est Monsieur Moustache », dit-elle solennellement. « Papa me l'a donné quand j'étais petite. »« Il est très gentil, » répondis-je, ne sachant pas où elle voulait en venir. « Je veux que tu l'emportes avec toi en voyage, » continua-t-elle, « pour que tu ne te sentes pas seule. » Mon cœur a fondu. « Oh, Lise, c'est très gentil, mais Monsieur Moustache devrait rester avec toi. » Elle secoua fermement la tête. « Mamie Martine dit qu'on doit prendre soin les uns des autres maintenant. C'est ce que fait la famille. » La vérité sort de la bouche des enfants. J'ai accepté l'ours en peluche avec la gravité que le cadeau méritait. Je prendrai grand soin de lui et je le ramènerai à mon retour. Plus tard, alors que je disais au revoir, Martine m'a prise à part. « Hélène, nous voulons que tu saches que nous ne te blâmons pour rien de tout ça. Ce que Jean et Amélie ont fait était leur choix. Je les ai encouragés, admis-je. Je leur donnais de l'argent dès qu'ils demandaient. Je ne remettais jamais en question leurs histoires. Parce que tu les aimais et que tu leur faisais confiance, dit Roger en nous rejoignant. Ce n'est pas un crime. Nous aimerions rester en contact, continua Martine. Pour le bien des enfants, bien sûr, mais aussi, nous t'avons toujours considéré comme de la famille, même quand Amélie rendait les choses difficiles. J'ai été touchée par leur gentillesse. J'aimerais beaucoup ça. En rentrant chez moi pour récupérer mes bagages avant de me diriger vers l'aéroport, j'ai réalisé que si j'avais perdu mon fils et ma belle-fille à cause de leur propre cupidité et de leur tromperie, j'avais aussi gagné quelque chose. De nouveaux amis, un nouveau but et un rappel que la famille n'est pas toujours définie par le sang. Mon téléphone a sonné juste au moment où je me garais dans mon allée. L'inspecteur Morin. « Madame Girard,
Je voulais vous informer que nous avons procédé à une arrestation. Vincent Castellani est en garde à vue. Un soulagement m'envahit. C'est une excellente nouvelle, inspecteur. Oui, et il y a plus. Castellani parle, il essaie de négocier un accord. Il nous a donné les noms d'autres recruteurs dans le réseau de fraude envers les personnes âgées. Cela pourrait démanteler toute l'opération. Donc, c'est vraiment fini pour vous? Oui. Vous pouvez aller en Provence, en sachant que vous êtes en sécurité. Castellani et ses hommes ne vous dérangeront plus, ni aucune des autres victimes. Je l'ai remercié, et j'ai mis fin à l'appel, restant assise un moment dans ma voiture, laissant la nouvelle s'imprégner. C'était fini. Le danger était passé. Alors que je montais sur mon Porsche pour la dernière fois depuis ce qui pourrait être des mois, j'ai vu un petit paquet appuyé contre ma porte. Il était emballé dans du papier cadeau d'anniversaire pour enfants avec une carte attachée. À l'intérieur de la carte se trouvait un dessin au crayon de 5 bonshommes allumettes. 2 petits, 2 de taille moyenne et un avec des cheveux gris. En dessous, de l'écriture soignée de Lise, « Notre famille, bisous, Lise et Noah ». Le paquet contenait une photographie encadrée de moi avec les enfants, prise l'été dernier à la plage. Nous rions tous, nos visages illuminés de joie, inconscients de la tempête qui approchait. J'ai soigneusement emballé les 2 cadeaux dans mon bagage à main avec Monsieur Moustache, l'ours en peluche. Quoi que l'avenir me réserve, je l'affronterai en sachant que je n'étais pas seule. J'avais une nouvelle sorte de famille maintenant, une famille bâtie sur l'honnêteté, le respect et une affection sincère. Alors que mon avion décollait le lendemain matin, j'ai regardé la ville en bas, devenant de plus en plus petite. Jean et Amélie avaient essayé de tout me prendre, mais à la fin, ils avaient échoué. J'étais plus forte maintenant, plus sage, et étonnamment plus optimiste que je ne l'avais été depuis des années. Parfois, il faut perdre ce que l'on croyait important pour découvrir ce qui compte vraiment. 6 mois passèrent comme un rêve dans la chaleur sèche de la Provence. Ma sœur Carole et moi avons renoué des liens d'une manière que je n'aurais jamais cru possible après des années de distance. Sa petite maison en pisé à la périphérie d'un village du Luberon est devenue mon sanctuaire, alors que les procédures judiciaires contre Jean et Amélie se poursuivaient à Lyon. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» demanda Carole, en m'aidant à faire ma valise pour mon vol de retour. À 72 ans, elle avait 5 ans de plus que moi. Ses cheveux argentés coupés courts, dans une coupe garçonne élégante, qui correspondait à sa personnalité pragmatique. « Je dois aller jusqu'au bout, » lui dis-je, pliant soigneusement Monsieur Moustache, l'ours en peluche de Lise, dans mon bagage à main. Je le dois à Éléonore et aux autres. Tu ne dois rien à personne, Hélène. Tu en as fait plus qu'assez. Mais nous savions toutes les deux que j'y retournais, non seulement pour le verdict, mais aussi pour les petits-enfants qui m'avaient écrit fidèlement chaque semaine pendant 6 mois. Le vol vers Lyon fut calme, mais mes nerfs étaient tout sauf calmes, alors que le paysage familier de la région lyonnaise apparaissait en dessous. L'inspecteur Morin m'attendait à l'aéroport, ses cheveux poivre et sel un peu plus gris que dans mon souvenir. « Bon retour, Madame Girard, » dit-il en prenant ma valise. « La Provence vous a fait du bien ?» répondis-je. « Comment vont les choses ici ?» Chargé. L'affaire Castellani a révélé tout un réseau d'opérations de fraude envers les personnes âgées sur 3 régions. Votre témoignage a contribué à rendre cela possible. J'avais témoigné par vidéoconférence à plusieurs reprises au cours des derniers mois, racontant chaque détail du stratagème de Jean et Amélie. C'était épuisant, mais nécessaire. « Et les boucliers d'argent ?» demandai-je. L'inspecteur Morin sourit. Éléonore a monté une sacrée opération. Ils ont déjà aidé à identifier 2 autres cas de fraude potentielle,
et ont fourni un soutien à au moins une douzaine de victimes. Une fierté m'envahit. Le groupe de soutien que nous avions créé était devenu quelque chose de significatif en mon absence. Et Jean et Amélie? Ont-ils dit quelque chose? Jean a coopéré, essayant d'obtenir une peine réduite. Amélie a d'abord tenté de jouer la carte de l'épouse innocente, mais une fois que nous lui avons montré les preuves, y compris votre conversation enregistrée, elle a changé de ton. Et les enfants? Ils vont bien, d'après ce que j'ai entendu. Roger et Martine sont de bonnes personnes. Les enfants sont suivis par un psychologue. Ils s'adaptent du mieux qu'ils peuvent. Je devais voir Lise et Noah demain, avant le verdict. Cette pensée m'excitait et me terrifiait à la fois. À quel point avaient-ils changé en 6 mois? Me regarderaient-ils toujours avec le même amour? Ou mon absence prolongée avait-elle créé une autre forme de trahison? L'hôtel que l'inspecteur Morin avait réservé était confortable, mais modeste. Rien à voir avec le luxe que Jean et Amélie avaient si désespérément recherché. Alors que je défaisais mes valises, mon téléphone sonna. Hélène. La voix d'Éléonore était chaleureuse et accueillante. « Tu es bien installée ? » « Je viens d'arriver. »« Comment vas-tu, Éléonore ? » ?»« Mieux maintenant que tu es de retour. Nous avons une réunion des boucliers d'argent demain matin, avant le verdict. Tu viendras ? » Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle de conférence du centre communautaire pour trouver non seulement Éléonore, Marthe, Odile et Barbara, mais au moins 15 autres hommes et femmes âgés, tous portant des épinglettes argentées en forme de bouclier. Surprise! Éléonore me serra fort dans ses bras. Nous avons un peu grandi depuis ton départ. La réunion fut inspirante. Le groupe avait élaboré des documents éducatifs, créé une ligne d'assistance téléphonique pour signaler les activités financières suspectes et s'était même associé aux banques locales pour former les guichetiers à reconnaître les signes d'exploitation financière des personnes âgées. Nous avons déjà empêché une fraude estimée à 300 000 €, rapporta fièrement Marthe, et aidé à récupérer près de 75 000 € pour les victimes. C'est incroyable, dis-je, regardant ces personnes remarquables qui avaient transformé leur statut de victime en militantisme. Je n'arrive pas à croire tout ce que vous avez accompli. Nous n'aurions pas pu le faire sans toi, dit Éléonore. Ton cas a été le catalyseur qui nous a tous réunis. Après la réunion, je me suis rendue chez Roger et Martine pour voir mes petits-enfants. Mon cœur battait la chamade alors que je remontais l'allée familière. Se souviendrait-il de moi? Serait-il en colère que je sois partie? La porte d'entrée s'ouvrit en grand avant même que je puisse sonner. « Mamie !» La voix de Lise, plus aiguë et plus claire que dans mon souvenir, résonna alors qu'elle se précipitait vers moi. À presque 13 ans maintenant, elle était plus grande, plus dégingandée, à l'aube de l'adolescence. Noah, maintenant 11 ans, suivait de près, son visage fendu d'un sourire qui montrait son nouvel appareil dentaire. Je me suis agenouillée, bien que pas aussi bas qu'avant. Ils avaient tellement grandi. Et j'ai ouvert les bras. Ils se sont jetés sur moi avec la même affection sans retenue qu'ils avaient montrée 6 mois auparavant. J'ai amené quelqu'un qui s'ennuyait de vous, dis-je en sortant Monsieur Moustache de mon sac. Lise prit l'ours en peluche, le serrant contre elle un moment, avant de me surprendre en me le rendant. « Il t'a aidé, n'est-ce pas? Peut-être que tu devrais le garder encore un peu. » Mes yeux s'emplirent de larmes devant sa générosité. Et si on le partageait? Il peut rester avec moi pendant le procès, puis rentrer à la maison avec toi. Elle hocha solennellement la tête, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. À l'intérieur, Roger et Martine m'ont accueilli avec du café et des biscuits faits maison pendant que les enfants me racontaient leur vie.
La participation de Lise au concours scientifique de l'école. L'équipe de football de Noah, qui s'était qualifiée pour les phases finales. Ils ont traversé beaucoup de choses, dit doucement Martine, alors que nous regardions les enfants jouer dans le jardin. Mais les enfants sont résilients. Le psychologue dit qu'ils s'en sortent remarquablement bien, toutes choses considérées. Ont-ils vu Jean ou Amélie? Roger secoua la tête. Jean n'a pas voulu de visite. Il a dit que ce serait trop dur pour tout le monde. Amélie les voit une fois par mois, sous surveillance. C'est difficile, mais le psychologue dit que maintenir un certain lien est important tant que les enfants le veulent. Et le veulent-ils? Je veux dire. Martine soupira. Ils aiment leurs parents malgré tout. C'est la partie la plus difficile à concilier pour eux. Comment les personnes qu'ils aiment ont pu faire des choses aussi terribles? Je comprenais trop bien ce conflit. Que leur direz-vous à propos de demain? Demandai-je. À propos du verdict. La vérité, aussi simplement que possible, dit fermement Roger. Ils savent que leurs parents ont enfreint la loi et doivent faire face aux conséquences. Nous les avons préparés au fait que ces conséquences pourraient signifier que leurs parents ne rentreront pas à la maison avant longtemps. J'ai hoché la tête, respectant leur approche. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Tu le fais déjà, dit Martine en me serrant la main. Juste être ici, être une constante dans leur vie, c'est ce dont ils ont le plus besoin en ce moment. Alors que je partais, Lise m'a prise à part. Mamie, tu vas au tribunal demain? Oui, ma chérie. Tu diras à papa et maman qu'ils nous manquent, même si on est en colère contre ce qu'ils ont fait? Mon cœur se serra pour cet enfant forcé de naviguer des émotions si complexes. Bien sûr que je le ferai. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Demain, j'allais faire face à mon fils au tribunal pour la première fois depuis la confrontation dans le parking. Qu'allais-je lui dire? Que pouvait-on dire après une telle trahison? Le palais de justice était une imposante structure de pierre au centre de Lyon. Je suis arrivé tôt, retrouvant Éléonore et les autres membres principaux des boucliers d'argent dans le hall. Nous allions affronter cela ensemble, comme nous avions affronté tout le reste. L'inspecteur Morin nous a trouvés regroupés près du distributeur de café, révisant nos déclarations d'impact préparées. « Madame Girard, il y a quelque chose que vous devriez savoir avant d'entrer, » dit-il en me prenant à part. « Jean a demandé à vous parler en privé avant le début de l'audience. » Mon estomac se noua. « Pourquoi? » Il n'a rien dit. C'est entièrement votre choix. Vous n'avez aucune obligation de le voir. J'y ai réfléchi un long moment. Où cette rencontre aurait-elle lieu? Une salle de conférence privée avec des gardes présents. Il sera attaché. L'image de mon fils menotté me traversa l'esprit. Malgré tout, ça faisait toujours mal. « Je le ferai, » dis-je finalement. « J'ai des choses à lui dire aussi. » L'inspecteur Morin me conduisit dans un couloir stérile jusqu'à une petite pièce avec une table et 4 chaises. 2 officiers en uniforme se tenaient près de la porte, leurs expressions professionnelles mais compatissantes. « Nous serons juste derrière la porte, » m'assura l'inspecteur Morin. « Si vous voulez partir à tout moment, dites-le simplement. » J'ai hoché la tête, me redressant alors que la porte s'ouvrait et que Jean était amené à l'intérieur. 6 mois en prison l'avaient changé. Il avait perdu du poids et ses cheveux autrefois parfaits étaient coupés courts, une coupe de prisonnier. Mais le changement le plus frappant était dans ses yeux. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. Le garde attacha ses menottes à un anneau sur la table, puis recula contre le mur, nous donnant l'illusion de l'intimité. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. « Tu as l'air en forme, maman, » dit finalement Jean. « La Provence a dû te convenir. »« C'est le cas, » répondis-je en l'étudiant. « Pourquoi voulais-tu me voir, Jean ?» Il baissa les yeux sur ses mains attachées.
Je voulais m'excuser. Pour quelle partie? Je ne pouvais pas empêcher une pointe d'amertume dans ma voix. Pour m'avoir volé, pour m'avoir menti, pour m'avoir menacé avec une arme, ou pour avoir ciblé d'autres personnes âgées vulnérables comme Éléonore Martin. Pour tout, dit-il doucement, je sais que ça ne change rien. Je sais que j'ai détruit ta confiance en notre relation, mais j'ai besoin que tu l'entendes quand même. Je suis désolée, maman, vraiment désolée. J'attendis d'autres excuses, des justifications, des demandes de pardon ou de clémence, mais il n'en offrit aucune. Que t'est-il arrivé, Jean? Demandai-je finalement, la question qui m'avait hanté pendant des mois. Je t'ai mieux élevé que ça. Il hocha la tête, sans toujours croiser mon regard. Tu l'as fait, papa l'a fait. Je ne peux même pas me l'expliquer à moi-même. Parfois, ça a commencé petit, prendre un peu plus sur les comptes des clients, en pensant que je le rembourserais avant que quiconque ne s'en aperçoive. Puis le jeu pour essayer de gagner assez pour couvrir ce que j'avais pris. Puis plus de vols pour couvrir les dettes de jeu. Et moi, ta propre mère? Maintenant, il leva les yeux, ses yeux remplis de honte. C'était le pire. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment te voler, que j'accédais simplement à mon héritage en avance, que tu voudrais que j'aie une belle maison, de belles choses pour tes petits-enfants. Je t'aurais aidé si tu avais demandé honnêtement. Je le sais maintenant, mais j'étais trop fière, trop honteux de mes erreurs. Et Amélie? Jean soupira. Elle avait des attentes, le style de vie, le statut. Quand nous nous sommes mariés, je voulais tellement l'impressionner. J'ai pris des raccourcis, raconté de petits mensonges sur mes revenus, mes perspectives. Ces mensonges n'ont fait que grandir jusqu'à ce que je ne puisse plus retrouver le chemin de la vérité. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. C'est juste ce qui s'est passé. Je ne demande pas ton pardon, maman. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que j'en assume l'entière responsabilité. Venant du fils qui m'avait blâmé il y a à peine 6 mois pour avoir détruit sa vie, cette reconnaissance était inattendue. Les enfants m'ont demandé de te dire que tu leur manques, dis-je en observant son visage, même s'ils sont en colère contre ce que tu as fait. La douleur traversa ses traits. Lise et Noah, murmura-t-il. Mon Dieu, j'ai tellement gâché leur vie. Ils sont résilients. Roger et Martine prennent bien soin d'eux. Je sais, ce sont de bonnes personnes. Il hésita. Est-ce que tu resteras en contact avec eux, avec mes enfants? Ils ont besoin de famille, surtout maintenant. Bien sûr que je le ferai. Ce sont mes petits-enfants, Jean. Je les aime. Merci. Il déglutit difficilement. Il y a encore une chose. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais il y a une lettre pour Lise et Noah. Je l'ai écrite pour expliquer les choses, pour leur dire à quel point je suis désolée. T'assurerais-tu qu'ils la reçoivent? Pas maintenant, peut-être, mais quand ils seront prêts. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la manipulation, le charme calculé qu'il avait utilisé si efficacement dans ses complots. Mais je n'ai vu qu'un remords sincère. Je m'assurerai qu'ils la reçoivent au bon moment. Merci. Il baissa de nouveau les yeux sur ses mains. Je vais partir pour longtemps, maman. Le procureur recommande de 7 à 10 ans. Avec une bonne conduite, peut-être 5. J'aurai presque 50 ans quand je sortirai. Que feras-tu alors? Essayer de me racheter d'une manière ou d'une autre. Je ne pourrai jamais rembourser ce que j'ai volé. Pas seulement l'argent, mais la confiance, la sécurité. Mais je dois essayer. Le garde s'avança. Le temps est écoulé. Je me suis levée, rassemblant mon sac à main et le dossier contenant ma déclaration de victime.
Alors que je me tournais pour partir, Jean m'appela. « Maman ?» Je fis une pause, me retournant. « Pour ce que ça vaut, je suis vraiment fière de ce que tu as fait avec les boucliers d'argent. Transformer quelque chose de terrible en quelque chose de bien. C'est ce que tu as toujours été. » Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai simplement hoché la tête et je suis sortie, mes émotions trop enchevêtrées pour être démêlées. L'inspecteur Morin attendait dans le couloir. « Vous allez bien ?»« Je crois que oui, » dis-je, bien que je n'en sois pas tout à fait sûre. « Il semble différent. » Les gens trouvent souvent la clarté lorsqu'ils font face à des conséquences graves, observa-t-il. Que cela dure au-delà des murs de la prison est une autre affaire. La salle d'audience se remplissait à notre entrée. L'affaire avait attiré une attention médiatique considérable, en partie à cause du travail de plaidoyer des boucliers d'argent. Plusieurs journalistes me firent un signe de tête, alors que je prenais place au premier rang aux côtés d'Éléonore et des autres victimes. De l'autre côté de l'allée étaient assis Roger et Martine, sans les enfants. Nous avions tous convenu que la salle d'audience n'était pas un endroit pour Lise et Noah, quelle que soit l'incidence des procédures sur leur avenir. L'huissier appela la cour à l'ordre, et Jean fut amené, suivi de son avocat. Quelques minutes plus tard, Amélie entra avec son équipe juridique. Contrairement à Jean, elle ne montrait aucun signe extérieur de remords. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré son incarcération, sa posture rigide de défi. La juge, une femme plus âgée aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants, examina les charges et les accords de plaidoyer qui avaient été conclus. Jean et Amélie avaient tous deux plaidé coupables à des charges réduites en échange de leur coopération dans l'enquête sur Castellani. « Avant de prononcer la sentence, » dit la juge, « j'entendrai les victimes. » Un par un, nous nous sommes approchés de la barre. Éléonore a décrit comment Jean avait systématiquement vidé ses comptes de retraite, la forçant à vendre sa voiture et à réduire ses médicaments. Marthe a détaillé la honte et l'humiliation qu'elle a ressenties en se faisant duper. Odile a parlé de l'anxiété et de la méfiance durable qu'elle éprouvait maintenant envers les institutions financières. Puis, ce fut mon tour. Je me suis dirigée vers la barre, ma déclaration préparée à la main. Mais en regardant la salle d'audience, la tête baissée de Jean, le regard provocateur d'Amélie, les journalistes qui prenaient des notes, j'ai mis le papier de côté. « Votre honneur, commençai-je. Jean Girard est mon fils. Je l'ai élevé, je l'ai aimé, et je lui ai confié ma sécurité financière. Ces crimes n'ont pas seulement volé mon argent. Ils ont volé mon sens de la famille, mon sentiment de sécurité et ma capacité à faire confiance. » Je fis une pause, regardant directement Jean. « Mais je veux que la cour sache que les actions de Jean ne nous définissent pas tous dans cette salle. Madame Martin a créé un groupe de soutien pour les victimes de fraude envers les personnes âgées. Madame Peterson est bénévole auprès des services d'aide juridique pour les seniors. Nous avons transformé notre douleur en un but. » Jean leva alors les yeux, croisant mon regard pour la première fois depuis notre conversation privée. « Votre honneur, la justice n'est pas seulement une question de punition, c'est une question de protection. Protéger d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. Je soutiens la peine que vous envisagez, non par vengeance, mais dans l'espoir que Jean obtiendra l'aide dont il a besoin et que d'autres victimes potentielles seront épargnées. » Je suis retournée à ma place, le cœur battant. Éléonore me serra la main. La juge nous remercia pour nos déclarations, puis tourna son attention vers les accusés. « Monsieur Girard, Madame Girard, l'un de vous souhaite-t-il s'adresser à la cour avant la sentence ?» Jean se leva. « Oui, votre honneur. » Il se tourna pour faire face à la section des victimes. « Je veux m'excuser auprès de tous ceux que j'ai blessés. Ma mère, Madame Martin, Madame Peterson, Madame Johnson, Madame Wilson et les autres. Ce que j'ai fait était inexcusable.
J'ai abusé de votre confiance de la pire manière possible, et j'en suis profondément désolé. Il fit une pause, la voix étranglée par l'émotion. Je veux aussi m'excuser auprès de mes enfants, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui. J'ai échoué en tant que père, et ce sera mon plus grand regret pour le reste de ma vie. La juge hocha la tête. Madame Girard. Amélie se leva, son expression soigneusement composée. Je veux m'excuser pour mon rôle dans ces crimes. J'ai fait des choix terribles et j'en assume la responsabilité. Ces mots étaient incorrects, mais son ton manquait du remords sincère que Jean avait montré. Cela semblait répété, une performance pour la cour, plutôt qu'une véritable excuse. La juge sembla le sentir aussi. Monsieur Girard, à la lumière de votre coopération avec l'enquête sur l'organisation de Vincent Castellani et de votre remords évident, je vous condamne à 7 ans de prison pour fraude envers les personnes âgées. Falsification, usurpation d'identité et complot. Elle se tourna vers Amélie. Madame Girard, vous avez également coopéré avec les autorités. Cependant, je suis troublée par les preuves suggérant que vous étiez au courant de ces crimes pendant des mois avant qu'ils ne soient découverts et que vous auriez pu prévoir d'utiliser cette connaissance à votre propre profit financier. Je vous condamne à 5 ans de prison. La juge s'adressa aux 2 accusés. En plus de vos peines de prison, vous rembourserez conjointement toutes les victimes identifiées à hauteur de 1,2 million d'euros. À votre libération, vous purgerez 5 ans de probation et il vous sera interdit de travailler dans toute fonction financière ou d'avoir une procuration pour toute personne en dehors de votre famille immédiate. D'un coup de marteau, c'était terminé. Jean et Amélie furent emmenés par des portes séparées, se dirigeant vers les établissements où ils purgeraient leur peine. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis, criant des questions sur les boucliers d'argent et notre réaction à la sentence. L'inspecteur Morin a aidé à créer un passage à travers la foule jusqu'à sa voiture qui attendait. « Comment vous sentez-vous » demanda Éléonore alors que nous nous éloignions. « Je ne sais pas, » admis-je. Soulagée, je suppose, mais aussi triste. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais la vie de mon fils. Ce n'est comme ça qu'aucun parent n'imagine les choses, dit-elle doucement. Mais tu n'es pas responsable de ces choix, Hélène. Souviens-toi de ça. J'ai hoché la tête, bien que le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore lourdement sur mon cœur. Après le tribunal, je suis allée directement chez Roger et Martine pour voir les enfants. Ils attendaient anxieusement, Lise faisant les 100 pas dans le salon, Noah assis en tailleur sur le sol avec un jeu vidéo en pause sur la télévision. « Combien de temps ?» demanda Lise dès que je suis entrée, son jeune visage tendu. « 7 ans pour votre père, dis-je doucement. 5 pour votre mère. » Noah leva les yeux, ses yeux grands ouverts. « C'est une éternité. » « Ça semble être le cas maintenant, » reconnus-je en m'asseyant sur le canapé et en tapotant les places à côté de moi. Les 2 enfants me rejoignirent. « Mais ce n'est pas une éternité, et ils seront toujours vos parents, même pendant leur absence. »« On pourra leur rendre visite ?» demanda Lise. « Oui, si vous le voulez. Vos grands-parents pourront vous emmener. » J'ai levé les yeux vers Roger et Martine, qui ont hoché la tête pour confirmer. « Tu vas rester maintenant ?» demanda Noah, sa petite main trouvant la mienne. « Où tu dois retourner en Provence ?» C'était la question avec laquelle je me débattais depuis des semaines. Carole m'avait proposé de me vendre la moitié de sa maison, rendant mon séjour en Provence permanent. Le climat chaud avait été bon pour mon arthrose, et je m'étais fait de nouveaux amis là-bas. Mais être loin de Lise et Noah pendant 6 mois avait été plus difficile que je ne l'avais prévu. « Je reste, » dis-je. La décision se cristallisant à ce moment-là. J'ai déjà parlé à un agent immobilier pour trouver un petit logement à proximité. Le soulagement sur leur visage valait n'importe quelle quantité de soleil du désert. Ce soir-là,
Les boucliers d'argent organisèrent une petite réunion chez Éléonore. En partie pour célébrer les peines prononcées, en partie comme une fête de bienvenue pour moi. Marthe apporta ses fameux carrés au citron, Odile une bouteille de cidre pétillant pour trinquer. « À la justice !» dit Éléonore en levant son verre. « À de nouveaux départs !» ajouta Marthe. « Au bouclier d'argent !» conclus-je, et à toutes les personnes que nous aiderons. Alors que la soirée touchait à sa fin, l'inspecteur Morin me prit à part. « Madame Girard, je voulais vous donner une mise à jour sur l'affaire Castellani. » « Que se passe-t-il » ? « Il va en prendre pour 20 ans, minimum. Toute son opération a été démantelée. Les informations que Jean et Amélie ont fournies ont été cruciales pour y parvenir. » J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions. Mon fils avait fait des choses terribles, mais à la fin, il avait aussi aidé à faire tomber une entreprise criminelle beaucoup plus grande. Merci, inspecteur, pour tout. Pas besoin de remerciements, je ne fais que mon travail. Il sourit. Bien que je doive admettre que cette affaire a été particulièrement satisfaisante, de vous voir, mesdames, transformer votre expérience en quelque chose de positif avec les boucliers d'argent. Ce n'est pas quelque chose que nous avons souvent l'occasion de voir dans les forces de l'ordre. Resterez-vous en contact ? Le groupe pourrait avoir besoin des conseils continus de quelqu'un avec votre expertise. Je serais honorée. 1 an plus tard, je me tenais dans l'auditorium du centre communautaire, regardant une mer de visages. Certains familiers, beaucoup de nouveaux. Les boucliers d'argent étaient repassés de notre petit groupe initial à une organisation régionale comptant plus de 300 membres. Bienvenue à notre première conférence annuelle de prévention de la fraude envers les personnes âgées, dis-je dans le micro. Lorsque nous avons commencé ce voyage il y a 1 an, nous n'étions qu'une poignée de victimes cherchant soutien et compréhension. Aujourd'hui, nous sommes un mouvement. Éléonore me rejoignit à la tribune. À 82 ans, elle avait plus d'énergie que beaucoup de personnes de la moitié de son âge, servant de présidente de l'organisation, pendant que je m'occupais de la sensibilisation et de l'éducation. Grâce à vos efforts, continua-t-elle, nous avons aidé à identifier et à prévenir plus de 1,5 million d'euros de fraude potentielle. Nous avons aidé les forces de l'ordre à poursuivre 12 affaires distinctes d'abus financiers envers les personnes âgées. Et surtout, nous avons créé une communauté où les personnes âgées peuvent apprendre, partager et se soutenir mutuellement. La journée fut remplie d'ateliers sur la reconnaissance des escroqueries, la sécurisation des comptes financiers et la compréhension des ressources juridiques disponibles pour les victimes de fraude. L'inspecteur Morin a dirigé une session sur les dernières techniques de fraude utilisées par les criminels, tandis que je dirigeais un groupe de soutien pour les membres de la famille des victimes. Ma mère a tout perdu à cause d'une aide à domicile qui l'a convaincue de changer son testament, partagea une femme en larmes. Je me fiche de l'argent, mais la voir si honteuse, si trahie, ça me brise le cœur. La honte n'appartient pas à votre mère, lui dis-je, me souvenant de mon propre parcours à travers cette émotion. Elle appartient à la personne qui a exploité sa confiance. Et il y a une vie après la trahison. Nous en sommes la preuve vivante. Au déjeuner, je me suis assise avec Lise et Noah, maintenant âgés de 14 et 12 ans. Ils étaient venus avec Roger et Martine pour me voir recevoir un prix du bureau du procureur général pour le travail des boucliers d'argent. « Tu es nerveuse pour ton discours, mamie ?» demanda Lise, piquant une frite dans mon assiette. « Un peu » admis-je. « Mais c'est un bon genre de nervosité, une nervosité excitée. »« Papa serait fier de toi » dit soudainement Noah. Il nous l'a dit dans sa dernière lettre. J'ai figé ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Il a parlé de moi ? Lise hocha la tête. Il a dit que tu avais pris quelque chose d'horrible et que tu l'avais transformé en quelque chose qui aide les gens. Il a dit que c'est ça, la vraie force.
J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes inattendues. Jean et moi échangions des lettres occasionnellement, des communications formelles et prudentes qui reconnaissaient le passé sans s'y attarder. Il ne m'avait jamais parlé directement des boucliers d'argent. Il a aussi dit, continua Noah en étudiant attentivement son sandwich, que quand il sortira, il veut faire du bénévolat avec ton organisation pour aider à avertir les gens contre les types comme lui. Tu le laisserais faire ? Demanda Lise, son expression sérieuse. J'ai examiné la question attentivement. Cela dépendrait de beaucoup de choses. S'il a vraiment changé, s'il a fait amende honorable, si l'organisation l'accepterait. Mais tu ne dirais pas non tout de suite ? Insista Noah. Non, dis-je lentement. Je ne dirais pas non tout de suite. C'était la vérité. L'année écoulée m'avait appris que la guérison ne suit pas une ligne droite. Elle fait des retours en arrière, prend des détours, s'arrête parfois, mais elle est toujours possible, toujours digne d'être poursuivie. Après le déjeuner, j'ai accepté le prix du procureur général au nom des boucliers d'argent, utilisant mon discours pour souligner le travail qu'il restait à faire pour protéger les personnes âgées, vulnérables des prédateurs financiers. La fraude envers les personnes âgées ne concerne pas seulement l'argent, ai-je conclu. C'est une question de dignité, d'indépendance, de confiance. Lorsque nous protégeons nos aînés de l'exploitation financière, nous affirmons leur valeur dans notre société et leur droit de vieillir en sécurité et dans le respect. L'ovation debout fut gratifiante. Mais ce qui comptait le plus, c'était de voir mes petits-enfants dans le public, leurs visages rayonnant de fierté. Malgré tout ce qui s'était passé, ils s'épanouissaient. Lise, excellent en sciences et en mathématiques. Noah, se découvrant un talent pour l'écriture créative. Plus tard, dans la soirée, de retour dans ma petite maison de 2 chambres, idéalement située à 3 rues de chez Roger et Martine, je me suis assise sur la balancelle du porche, regardant les lucioles apparaître dans le crépuscule d'été. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Éléonore. CNN veut nous interviewer sur les boucliers d'argent la semaine prochaine. Tu es partante ? J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument. De la tragédie au triomphe, de victime à militante. Ce n'était pas le voyage que je m'attendais à faire à la fin de la soixantaine, mais il était significatif d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. La balancelle grinça alors que je me balançais doucement, pensant à tout ce qui avait changé en 18 mois. J'avais perdu mon fils en prison, ma belle-fille, à cause de sa propre cupidité, et j'avais failli perdre mon sentiment de sécurité dans le monde. Mais j'avais aussi tellement gagné. Une relation renouvelée avec ma sœur Carole, qui venait maintenant régulièrement en visite. Un lien plus profond avec mes petits-enfants. Un but qui me faisait sortir du lit chaque matin, désireuse de faire une différence. Et peut-être plus important encore, j'ai découvert en moi une force que je ne me connaissais pas. La force de faire face à la trahison et de ne pas être définie par elle. La force de faire confiance à nouveau, avec prudence et sagesse. La force de transformer la douleur en un but. Alors que les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai pensé aux mots de Jean. Tu as pris quelque chose d'horrible et tu l'as transformé en quelque chose qui aide les gens. C'est ça, la vraie force. Peut-être, juste peut-être, y avait-il de l'espoir pour guérir même les blessures les plus profondes. Non pas les effacer, les cicatrices resteraient toujours, mais les transformer en quelque chose de significatif, quelque chose qui aiderait à éclairer le chemin des autres. J'ai entendu une voiture s'arrêter, et quelques instants plus tard, Lise et Noah montèrent les marches de mon Porsche, des sacs de nuit à la main. Le vendredi soir était notre rendez-vous fixe pour une soirée pyjama avec pizza maison et jeux de société. « On a apporté le Monopoly », annonça Noah.
Je vais vous écraser tous les deux. Rêve toujours, petit frère, rétorqua Lise en laissant tomber son sac près de la porte. Qui veut aider à faire la pizza? Demandai-je en me levant. Moi, dirent-ils en chœur. En les suivant à l'intérieur, j'ai senti une vague de gratitude m'envahir. La vie n'avait pas tourné comme je l'avais prévu ou espéré. Elle m'avait infligé des trahisons que je n'avais jamais vues venir, et des défis que je n'avais jamais demandés. Mais ici, en ce moment, avec mes petits-enfants riant dans ma cuisine, avec les boucliers d'argent faisant une différence dans des centaines de vies, avec un avenir qui se déroulait encore devant moi, c'est ici que la guérison se produisait. Pas d'un seul coup, mais jour après jour, choix après choix, moment précieux après moment précieux.